Bonsoir à tous, jeudi 23 mai, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette édition du 7-8 journal de TV 78. Voici les titres. Une journée de sensibilisation en handisport, elle se déroulait aujourd'hui au lycée Dumont-d'Urville à Maurepas en présence d'athlètes paralympiques. Rendez-vous organisé par la classe MCA G2S, diplôme tout récent sur l'animation et la gestion de projets sportifs. C'est le challenge robotique de Saint-Quentin en Yvelines. Skirob revient pour une 4e édition au Prisme d'Elancourt. Les 27 et 28 mai, 1000 enfants et adolescents devront relever le défi robotique et cinéma. Et de cinéma, il en sera une dernière fois question à la fin de ce journal. Tombée de rideau sur notre chronique spéciale Festival de Cannes. Ce soir, l'Yvelinois Guillaume Canet à l'affiche de La Belle Époque et les étudiants de 3IS à Elancourt qui découvrent la croisette. On prend tout de suite la direction de Guyancourt, le laboratoire Latmos spécialisé dans l'observation de l'atmosphère et spatiale fêtait aujourd'hui ses 10 ans avec ses partenaires. Au programme de cette journée, des conférences, une visite des lieux et des stands retraçant les différentes missions spatiales et futurs projets du site. On écoute le directeur du Latmos au micro de Michael Elmidoro. Ici, voilà, on a sorti finalement tout ce qui était des prototypes et des instruments, des copies d'instruments qui ont été dans l'espace et qui montrent du coup toute la technologie qu'on développe dans le cadre du laboratoire. Ben, ça représente aujourd'hui 10 missions spatiales qui tournent autour de la Terre ou qui sont parties explorer le système solaire et dans lequel le laboratoire a ou été à l'origine du concept ou créé un instrument ou a en charge l'analyse opérationnelle des données. Et d'autres événements seront organisés tout au long de l'année dans la structure. Le Latmos ouvrira notamment ses portes au public. Ce sera le 21 septembre pour des journées du patrimoine. Une journée de sensibilisation au handisport. Elle a eu lieu aujourd'hui au lycée Dumont-d'Urville de Maurepas. Une manifestation à l'initiative d'une classe en mention complémentaire animation et gestion de projet dans le secteur sportif. Les lycéens ont notamment pu tester des vélos adaptés aux personnes handicapées. Alors pour en parler, pour revenir sur cette journée, 3 invités autour de la table. Benoît de Garville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie gestion au lycée Dumont-d'Urville de Maurepas. Éric Garot, bonsoir. Bonsoir. Professeur de PS également pour cet établissement et Kylian Bouillot, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes élève de cette classe MCA G2S, qui veut dire donc mention complémentaire animation et gestion. C'est une formation qui a été ouverte à la rentrée 2018. On va en parler dans un instant. Déjà un petit bilan sur cette journée. C'était une première pour le lycée Dumont-d'Urville. Est-ce que c'est une journée qui a intéressé les élèves du lycée? C'est une première et du coup on pourrait dire une première concluante, puisque du coup toute la journée on a eu beaucoup de lycéens qui sont venus notamment sur la partie du matin sur les stands tester les différents vélos qui étaient mis à leur disposition, plus l'après-midi avec 2 interventions d'athlètes paralympiques et on a vu un lycée sous un jour nouveau avec beaucoup d'élèves intéressés et sur ce point-là on peut dire que ça a été amplement réussi. Et pourquoi c'est intéressant de l'organiser justement cette journée, même vous pour vos cours de PS, en quoi c'était complémentaire finalement avec une année de travail au sein du lycée? C'est-à-dire que c'est vrai, ça rentrait tout à fait dans le cadre de la formation initiale. C'est-à-dire qu'effectivement, cette année, c'est la première année sur l'académie. On a été choisi, le lycée Dumont-d'Urville et le lycée d'Orguin, pour prendre en main donc cette formation toute nouvelle. Donc on essuie un peu les plâtres. Et l'objectif de cette formation, c'est d'aboutir à des projets. Donc là, le projet du groupe concerné, c'était de sensibiliser nos élèves lycéens à cette histoire du handicap qui prend de plus en plus. D'ailleurs, Kylian, le thème du handisport, est-ce qu'il s'est choisi assez facilement? Ça a été une évidence pour vous? Alors au début, au mois de janvier, je crois, on a commencé à parler d'organiser un projet au sein du lycée. Du coup, on a commencé à lister les idées qu'on avait. Et au final, en pesant le pour et le contre parmi toutes les idées, on a vu qu'une journée de sensibilisation au handisport était la meilleure. C'est une thématique dont on ne parle pas assez forcément dans les médias, au sein aussi d'un parcours scolaire. C'est pour ça qu'il fallait la mettre en avant aujourd'hui. C'est exactement ça. Et alors il y avait notamment plusieurs animations, des ateliers proposés où l'on se mettait dans la peau d'une personne en situation de handicap. L'objectif là clairement c'était
de changer les regards sur le handicap. Exactement. Alors déjà, c'était donc d'échanger notamment du coup avec les membres des associations qui sont venus avec leur matériel. Donc je remercie vraiment du coup le CT Morpa, le VC Ski et les clients d'e-sport. Si sans eux, s'ils n'avaient pas été là, on n'aurait pas eu ce matériel. Et effectivement, c'était vraiment de changer les regards, de se mettre à la place de ces personnes handicapées et de se dire que finalement, même avec un handicap, on peut réussir à faire du sport. Et ils nous l'ont vraiment montré. Et ils ont aussi vu les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer du coup jour le jour dans leur pratique sportive. Et ils ont vu aussi du coup la volonté, l'envie de réussir dans ces différents sports. Et les rencontres notamment avec 2 athlètes paralympiques, Trésor Makunda et Bofakong, est-ce que ça a été des rencontres enrichissantes cet après-midi? Tout à fait, effectivement, parce qu'ils ont fait part de leur expérience. Et puis, ce que je tenais à préciser, c'est qu'effectivement, ça correspondait tout à fait à la formation, puisque dans l'année, on a eu la chance de pouvoir visiter des publics différents, puisque ça rentre dans le cadre aussi. À savoir, on est allé en EHPAD, on est allé à la MGEN, on a même fait un tour au lycée Toulouse-Lautrec, donc spécialisé justement dans le handisport. C'est un lycée, et c'est vrai que aboutir à un projet, je dirais, comme celui-là, c'était l'idéal, je dirais. Une façon de conclure l'année de manière très positive. Et un projet mené par cette classe MCA G2S. Un dernier mot avec vous, Kylian. Donc c'est une première en France qui est un diplôme créé par 2 ministères, ceux de l'Éducation nationale et du sport. Pourquoi vous vous êtes inscrit à cette formation? Qu'est-ce que vous voulez faire ensuite? Alors moi, au tout début, j'étais pas vraiment dans cette idée d'être dans le monde sportif. En fait, je voulais être comédien. Du coup, avant, j'avais fait des études à Évry, en art du spectacle. Puis, j'ai voulu continuer dans ce sens, sauf que je n'ai pas été pris. Et je me suis dit en quoi je suis bon aussi, le sport. Du coup, je suis venu ici et du coup, sans regret. Et pour la suite, je m'arrête ici au niveau des études. Je vais commencer à travailler dans l'animation. Du coup, je reste à peu près dans le thème, dans un centre de loisirs. Et on arrive déjà à la fin de cet entretien. En tout cas, on pourra retrouver un reportage complet sur cette journée du handisport demain dans l'émission 7-8 l'hebdo. Merci d'être passé en plateau. La suite à présent de nos 3 questions aux candidats aux européennes. L'élection au Parlement de Bruxelles et Strasbourg se tient ce dimanche en France. 34 listes en lice pour ce scrutin. Parmi elles, Debout la France qui répond aux questions de Patrick Jacques de Dixmude. Parce que Nicolas Dupont-Aignan, qui conduit notre liste, se bat depuis 20 ans pour alerter, dénoncer dans la droite ligne de la filiation de Philippe Séguin sur les dangers de ce modèle-là de construction européenne, de cette Union européenne technocratique, bureaucratique, qui est ruineuse pour les peuples et notamment pour la France. Et que donc Nicolas Dupont-Aignan a toujours été très visionnaire sur tout ce qu'il a dénoncé, sur quoi il a alerté. Et aujourd'hui, eh bien, tout ce qui se produit, nous l'avions prédit, prévu. Cette Union européenne que l'on nous fait volontairement amalgamer avec l'Europe, mais qui n'est pas l'Europe. Cette Union européenne, qui est donc la structure supranationale basée à Bruxelles, technocratique, antidémocratique, puisque non élue, Commission européenne de Bruxelles, Banque centrale européenne, Cour européenne de justice. Cette organisation, nous pensons donc qu'il faut la sortir de l'Europe. Il faut sortir l'Union européenne de l'Europe et revenir à une construction européenne, à un modèle qui ne soit pas un modèle ultralibéral, qui ne soit pas soumis à des intérêts étrangers, à Washington, à Berlin, soumis à la Chine, une Union européenne qui a échoué sur tous les tableaux, qui n'a rien construit, aucun grand projet. Nous n'avons pas été capables, ils n'ont pas été capables de bâtir des concurrents aux GAFAM, par exemple, dans le numérique, alors que c'est un enjeu essentiel. Le
le défi majeur, c'est vraiment de renverser la table à Bruxelles et à Strasbourg pour faire en sorte que l'Europe, enfin, se préoccupe et résolve les grands enjeux qui sont devant nous, c'est-à-dire l'emploi, la relocalisation de 2 millions d'emplois pour stopper ce libre-échange fou, ces politiques d'austérité et de libre-échange intégral qui sans cesse détruisent nos normes sociales, environnementales, sanitaires, en laissant rentrer n'importe quel produit depuis les États-Unis ou la Chine dans des marchés où ici nous interdisons à nos propres industries ou agriculteurs de produire de cette manière. Par exemple, la première chose que nous ferons, c'est de bloquer le budget de l'Union européenne, car nous voulons que la France ne donne plus 11 milliards nets, je dis bien net, c'est-à-dire elle en donne 22 milliards tous les ans, elle en récupère 11, inclus la PAC d'ailleurs. Nous voulons revenir au niveau de M. Chirac. À l'époque, nous donnions 2 milliards d'euros à l'Union européenne. Et puis c'est une nouvelle candidature pour ce mouvement après les législatives de 2017. Le Parti animaliste conduit également une liste pour ce scrutin des européennes. Il défend la cause des animaux. 3 questions posées une nouvelle fois par Patrick Jacques de Dixmude. Voter pour le Parti animaliste, d'une part pour changer le sort des animaux aux européennes, d'autre part redonner espoir aux jeunes qui sont aujourd'hui blasés par l'ensemble des politiques, et on le voit clairement sur le terrain lors des tractages. Aujourd'hui, les jeunes ne se reconnaissent plus dans les programmes politiques traditionnels, et le Parti animaliste propose un programme vraiment différent. Je voudrais citer Alphonse de Lamartine: on n'a pas de cœur, un pour les animaux et un pour les humains, on a un cœur où on n'en a pas. Le Parti animaliste fait partie d'un groupe de 11 partis animalistes en Europe, et nous partageons un programme politique commun de 148 mesures qui vont permettre d'améliorer le sort des animaux en Europe. On parle de l'ensemble des animaux, aussi bien terrestres qu'aquatiques. On parle aussi bien des animaux de compagnie. On est contre effectivement l'abandon, et on veut justement que les abandons d'animaux de compagnie soient punis. On parle également des animaux élevés, des animaux d'élevage. Je rappelle aujourd'hui que l'élevage intensif est la première cause du réchauffement climatique. Donc en s'occupant justement des animaux non humains, on s'occupe également des animaux humains. Et qui dit animaliste dit humaniste. Nous sommes inclusifs et non exclusifs. Comme autre mesure, interdire la détention des animaux dans les cirques, interdire des traditions telles que la tauromachie ou le gavage des oies. Donc toutes ces mesures, nous souhaitons justement qu'elles soient menées par l'Europe, car nous savons qu'en France, rien ne bouge et rien ne viendra de la France. 89% des Français considèrent que la cause animale est une cause importante. C'est un sondage IFOP de février 2019. Lors des élections européennes, il y a plus de 60% d'électeurs qui s'abstiennent de voter. Si nous sommes capables aujourd'hui de mobiliser ces abstentionnistes qui se reconnaissent dans la cause animale et qui considèrent que la cause animale est une cause prioritaire, importante, eh bien nous les appelons justement à voter. On est aujourd'hui pour les animaux, tous rassemblés pour défendre cette cause. Donc aujourd'hui, le Parti animaliste, il défend une cause, il ne défend pas une couleur politique. On propose un vrai programme différent, on propose une approche différente, et on espère que les jeunes, si on fait un résultat important, se décideront à se réengager en politique. Et l'ensemble de nos 3 questions aux candidats aux européennes à retrouver sur notre site internet tv78.com. C'est le challenge de codage et de robotique de Saint-Quentin en Yvelines. Skirob revient pour une 4e édition. C'est lundi et mardi prochain au Prisme d'Elancourt. Le thème cette année, robotique et cinéma. 1000 élèves du bassin d'éducation seront présents, de la maternelle au lycée. On en parle avec mes invités autour de la table. Geoffroy Grève, bonsoir. Directeur général adjoint à la proximité à Saint-Quentin en Yvelines, Alexandra Deplex, bonsoir. Vous êtes conseillère pédagogique de l'éducation nationale au numérique sur le bassin de Saint-Quentin en Yvelines. Emmanuel Chaperon, bonsoir. Vous êtes professeur de mathématiques au collège Paul-Éluard d'Elancourt. Vous avez participé à ce skirob avec vos 2 élèves qui sont ici, c'est Lilian et Evan. Bonsoir à vous. Bonsoir. On vous donnera la parole tout à l'heure. Vous allez nous parler un petit peu de ce robot que vous avez amené ici en plateau. Déjà une première question avec vous, Alexandra Deplex. Le principe de ce
trophée? Quel est-il? Alors c'est surtout un challenge en fait où des équipes de la maternelle au lycée vont venir présenter le parcours de leurs robots qu'ils ont étudié toute l'année, puisqu'ils ont toute l'année. C'est un projet vraiment annuel qui sollicite beaucoup de compétences de leur part. Et donc le 27 et 28 juin prochain, sur les 2 journées, cette année c'est la première fois. Là on est en 4e édition du challenge, mais c'est la première fois qu'on fait 2 journées consécutives. Parce qu'on a beaucoup de classes et beaucoup d'intérêt de la part des élèves. Et donc, ils vont venir pour présenter le parcours. Alors, le parcours est imposé sur le thème du cinéma cette année. Donc, ils vont nous présenter leurs robots et ce qu'ils ont fait tout au long de l'année. En plus, en plein festival de Cannes, donc le thème est d'actualité. Geoffroy Greff, pourquoi l'organiser? Quelle est la politique sur le numérique de 50 ans en Yvelines? Est-ce que ça va avec cette politique, justement, ce trophée? Oui, tout à fait. Alors effectivement, ce challenge, vous disiez, a 4 ans d'existence. Il a été impulsé au départ à Élancourt par Jean-Michel Fourgousse. Et il a très vite, effectivement, avec l'éducation nationale, été décliné sur l'ensemble du bassin élargi de Saint-Quentin. Il répond à une véritable problématique liée au numérique et à Saint-Quentin. En tout cas, notre ambition, l'ambition de Jean-Michel Fourgousse et de sa majorité est de marier l'éducation, le numérique, l'innovation et les entreprises. Et donc, dans ce sens-là, Saint-Quentin est fier de participer à ce challenge et de le cofinancer. Il y a d'ailleurs une ambition pour l'agglomération, c'est d'avoir 100% des écoles de l'agglomération qui seront équipées d'outils numériques en 2020. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est en partenariat et avec l'aide du département et Yvelines Numérique. La volonté aujourd'hui est de décliner ce qui a été proposé il y a quelques années à Élancourt, à l'ensemble des 12 communes du territoire et permettre aux écoles élémentaires de pouvoir bénéficier de toute la technologie autour du numérique pour accompagner les élèves sur l'apprentissage des outils numériques avec possibilité de suivre au niveau du collège et du lycée. Alors je poserai la question également à Emmanuel Chaperon, mais Alexandra Deplex, pourquoi la robotique est intéressante dans un parcours scolaire ? Qu'est-ce qu'elle apporte ? Alors, elle apporte, d'abord, ça rentre dans les directives ministérielles. On est avec la priorité nationale au français, aux mathématiques. Donc, les mathématiques pour la programmation et le codage, mais aussi pour tout ce qui est autour de la résolution de problèmes. Finalement, ils se retrouvent face à des situations auxquelles il faut qu'ils s'adaptent pour résoudre un problème. Et ça, c'est pas seulement de la robotique, c'est des compétences qu'ils doivent développer dans d'autres disciplines. Et en français, on a également des objectifs, puisqu'ils avaient à partager sur un blog la progression de tout leur travail tout au long de l'année. Donc aussi bien à l'écrit sur le blog qu'à l'oral le jour du challenge où on va leur poser des questions, on aura... Donc c'est assez finalement transversal dans tout le parcours. Sur le côté mathématique, pourquoi c'est intéressant de rajouter de la robotique dans le programme de l'année ? Alors en fait, à Guyancourt, au collège, on a ouvert une option et c'est quelque chose qui se fait en dehors des cours habituels de mathématiques ou de technologie. Notre chef d'établissement nous a fait confiance à mon collègue de technologie, à moi-même, pour monter une option de 2 heures. Ouvert à toutes les classes de 3e, à tous les élèves de 3e, en restreignant à une petite quinzaine d'élèves pour qu'on puisse travailler vraiment avec eux, mettre en place tout ce qui touche à la robotique et à la programmation. Et du coup, avec en fil rouge et fil conducteur tout au long de l'année, la présentation de l'équipe au concours Ski Rob qui arrive bientôt. Donc ça veut dire que c'est un travail sur toute l'année scolaire ? C'est un travail sur toute l'année scolaire à raison de 2 heures par semaine. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on sort un petit peu du cadre des programmes qui nous permet. Enfin, en fait, on ne pourrait pas travailler pendant nos cours avec des classes entières comme on l'a fait. Et donc là, on a pu travailler plein de choses comme le montage vidéo, la programmation avancée sur Scratch, la programmation des petits robots en plus, et leur apprendre à travailler en équipe, à se responsabiliser, arriver à créer un planning, à s'y tenir. Et en fait, ils se sont rendus compte au fil de l'année que quand on n'est pas bon sur un petit morceau parce qu'on s'est dit que on allait le faire vite fait, puis c'était pas grave. En fait, ça impacte les autres, et donc après il faut revenir dessus. Ça fait perdre du temps à tout le monde. Ça leur apprend à travailler ensemble. Alors Lilian, Evan, on va terminer cet entretien avec vous. Parlez-moi un peu de ce robot. Alors comment vous l'avez imaginé justement avec ce thème qui était la robotique et le cinéma ? Lilian. Le but c'était de lui faire un parcours. Et ce parcours, il est assez compliqué et on avait plusieurs manières de l'aborder. On pouvait lui faire suivre des lignes ou directement lui donner les informations d'avancer ou de reculer.
Donc voilà pour ce robot. Le fait d'avoir participé à cette construction, est-ce que ça t'a intéressé, Evan? En quoi ça t'a intéressé d'y participer? En fait, ça m'a intéressé parce que déjà j'aime beaucoup l'informatique et puis du coup c'était grave intéressant en fait de faire ça. Et puis en plus ça peut m'aider aussi pour plus tard. C'est parce que tu veux faire carrière peut-être dans la robotique, Pas dans la robotique, mais plutôt dans l'informatique numérique. Donc ça peut te servir plus tard. Du coup, vous êtes confiant pour ce challenge qui arrive lundi et mardi? On peut dire oui et non. On va essayer de gagner. Ouais. Ok, très bien. Bon, on vous souhaite aussi bon courage pour le brevet qui arrive à la fin de l'année. Merci Lilian, merci Evan, élève de 3e au collège Paul-Éluard. Merci également à votre professeur Emmanuel Chaperon et également à Geoffroy Greff pour 50 ans en Yvelines et Alexandra Deplex pour l'éducation nationale. Je rappelle ce trophée de robotique au programme lundi et mardi. C'est au Prisme à Elancourt. Allez, dernier aller-retour à Cannes dans ce journal. Le Festival de Cannes, théâtre des rêves par la présence de nombreuses stars sur le tapis rouge. Certains élèves de 3IS aussi, l'Institut de l'image et du son d'Elancourt, ont pu goûter à ce songe, qu'ils aient remporté un concours ou qu'ils aient travaillé sur place pour l'événement. Participer à la grande fête du cinéma est une chance pour ces étudiants en audiovisuel. Le reportage avec ces images d'Alexis Garneau en collaboration avec Radio Sensation. D'Elancourt à Cannes, il n'y a qu'un pas. Roman et Léa l'ont franchi en remportant le concours Europcar parmi 10 projets sélectionnés. Récompense pour les 2 réalisatrices en herbe de 3IS, un ticket pour le Festival du cinéma et surtout une montée des célèbres marches comme les grands du métier. Un rêve pour ces 2 étudiantes en audiovisuel. Le Festival de Cannes, pour moi, ça représente le rêve du cinéma qui est concrétisé une fois qu'on a travaillé très très dur et qu'on présente un film ou qu'on vienne en voir. C'est vraiment l'aboutissement d'un rêve qui est construit par un réalisateur comme par les autres qui veulent le voir. Principe du concours, non plus réaliser un court-métrage comme les années précédentes, mais proposer un spot publicitaire d'1 minute faisant la promotion du groupe de location de véhicules basé à Voisins-le-Bretonneux. Léa et Roman se sont distingués avec Escapade Littorale, une vidéo qui invite au voyage. C'est un voyage quand même initiatique pour une personne qui part en voyage et se découvre elle-même tout au long de ce voyage-là. Et du coup, c'est un spot digital d'1 minute dans lequel on donne aussi envie aux spectateurs de voyager et de peut-être se découvrir aussi eux-mêmes. D'autres étudiants de l'Institut de l'image et du son, 6 plus exactement, sont à Cannes depuis le début du festival pour travailler. Guillaume, Ulysse, Agathe, Camille, Alexandre et Gwenaël sont en stage au département audiovisuel du festival grâce à un partenariat avec leur école. Ils ont dans ce cadre plusieurs missions. Ça peut aller de filmer la montée des marches de certains films le soir ou bien de couvrir des masterclass, des rendez-vous avec des personnalités connues du cinéma toute la journée. On a également des présentations de films classiques dans le cadre de Cannes Classiques et quelquefois également aller filmer les événements qu'il y a sur le cinéma de la plage. De découvrir vraiment le festival, le palais de l'intérieur, c'est assez impressionnant parce que nous on le voit que de l'extérieur à la télé et là d'être vraiment au cœur du festival c'est vraiment très sympa. Une expérience et des souvenirs plein la tête qu'ils ramèneront dans leur bagage. Et on retrouve une dernière fois depuis Cannes Hugo Casadamon de la rédaction de Radio Sensation, 2 Yvelinois qui sont à l'affiche du 2e film de Nicolas Bedos présenté en hors compétition. L'un est né et a vécu à Versailles, l'autre est né et a vécu à Montfort-l'Amaury. Denis Podalides et Guillaume Canet se retrouvent cette année à Cannes pour le nouveau film de Nicolas Bedos, La Belle Époque. Alors ce film est présenté hors compétition, c'est l'histoire d'un homme, Daniel Auteuil, qui veut revivre la plus belle semaine de sa vie, celle où il a trouvé l'amour. Je vous propose tout de suite d'écouter Guillaume Canet et Nicolas Bedos et de regarder les premières images du film. On est un peu comme des gosses, quand on a un scénario dans les mains, on est là, je me souviens, on était dans un bistrot et on a fait une liste. Et en haut de la liste, il y avait Daniel Auteuil et il y avait Guillaume Canet. Non, moi je vais vous dire, quand on a commencé le film, j'étais très inquiet. Parce que j'avais sur Rock'n'Roll les mêmes maquilleurs en fait que sur Adelman. Et je dis comment ça se passe sur le film de Nicolas. Et je les voyais des fois, ça va. C'est parfois un peu tendu, mais ça va. Et me connaissant, où je vais très très vite dans le rouge, et sachant que Nicolas aussi,
J'avais très peur quand il m'a proposé le film que ça se passe pas bien du tout. Et donc je lui ai dit, je te jure, il vaut mieux qu'on reste amis. Et parce que voilà. Et il me dit mais non, t'inquiète pas, tu vois. Cher Monsieur Drummond, votre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des Voyageurs du Temps. Moi, c'est les histoires d'amour qui m'ont beaucoup touché aussi dans le scénario et qui m'ont beaucoup plu et ce que ça racontait, parce que c'est les deux histoires d'amour, l'une passionnée, l'autre qui s'éteint, mais qui va se raviver justement grâce aussi au feu de la première. Mademoiselle, je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais vivez-le à fond. Et ce qui m'a touché là-dedans, c'est aussi le rapport de mon personnage avec le personnage qu'interprète Daniel, qui est un mentor, un père spirituel, et cet homme lui a apporté du bonheur à un moment où il n'en avait pas, et parce que c'était un couple, c'était une image du bonheur en fait. Et ce que je trouve très très beau, c'est que finalement le personnage que j'interprète se retrouve un moment dans une mission de faire que cet homme retrouve le bonheur. Enfin, pour cet ultime focus de la semaine sur un film financé par la région Île-de-France, petit voyage en Amérique du Sud, La Cordillère des Songes du Chilien Patricio Guzmán est projeté dans la sélection officielle de Cannes en séance spéciale. Un film consacré à la Cordillère des Andes, cette immense chaîne de montagnes qui parcourt le continent du nord au sud et enclave le Chili. Dans La Cordillère des Songes, Patricio Guzmán dépeint notamment les ravages du capitalisme sur place depuis le départ de Pinochet. Si buscamos este lugar en un mapa, casi no viene señalizado. Tampoco existen caminos públicos para venir a visitarlo. Nadie puede venir aquí sin autorización. Este es un inmenso territorio chileno que no es chileno. En algunas provincias, el 80% del territorio es propiedad privada. Voilà, fin de cette escapade cannoise et fin de ce journal. Belle soirée avec TV78.